bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Aujourd'hui, je suis avec Cécile. Comment on prononce ton nom de famille ? Alors en français, de Ruiver à Verland. En néerlandais, de Roef, Verland. On va rester en français, merci. Donc aujourd'hui, je suis avec Cécile. Cécile, c'est bien. Ouais, Cécile, c'est bien. Maire de Saint-Quentin-sur-Indrois. J'ai envie de dire femme engagée, référente du programme R dans son territoire, enfin sur son territoire, mais aussi et surtout femme de la ruralité. C'est beau, ça, femme de la ruralité, non ? On va parler engagement, vie locale, violence invisible et des enfants qu'on oublie parfois quand on parle de violence familiale. On commence par le début. Et le début, ce serait super cool que tu puisses te présenter. Alors, Cécile de Ruiver à Verland. Je suis d'origine des Hauts-de-France, comme mon nom l'indique. Tu peux dire le Nord-Pas-de-Calais aussi, si tu veux. Nord-Pas-de-Calais. Oui, mais alors, tu sais, les nordistes, on est très... entre le Nord et le Pas-de-Calais. Bon, alors tu peux dire du Nord. Je vais dire du Nord. Moi, j'ai encore du mal à dire de Hauts-de-France. Je suis née dans les Hauts-de-France. Oui, non, voilà. Maman d'un grand garçon qui vient d'avoir 24 ans. On est arrivé en Touraine avec mon mari depuis quelques années et je me suis présentée comme ensuite maire dans le village dans lequel nous vivons, qui s'appelle Saint-Quentin-sur-Indrois et qui est un des plus beaux villages de France, bien entendu. 526 habitants, en Indre-et-Loire, entre Loches et Amboise, une cité Renaissance, une cité médiévale, on peut pas faire mieux. Tu recrutes, en fait. Je recrute. Elle recrute, mais tout à l'heure en off, on a discuté, elle recrute par contre uniquement des familles qui ont des désirs d'enfants. Ah complètement. Attends, mes effectifs scolaires. Donc oui. Il y a l'école dans le village. On a un RPI. Donc oui, moi j'ai 2 écoles. Enfin, j'ai 3 écoles et j'ai 2 classes de 2 niveaux. Donc j'ai les CP CE1 et CE2 CM1. Voilà. Et mes collègues ont les petites sections, moyennes sections, grandes sections. Et ensuite, l'autre commune a CM1, CM2. D'accord. Donc venez, mais venez avec des enfants. Sinon, ne venez pas ? Vous pouvez venir, mais vous me faites des enfants après. D'accord. Donc, il y a aussi des tranches d'âge, parce que j'étais en train de me dire, et les personnes plus âgées ne peuvent pas venir. Tout le monde est bienvenu à Saint-Quentin. On va faire une première partie, en tout cas, c'est ce que je m'étais noté de Cécile, la femme en ruralité. Je m'étais noté, d'où viens-tu et quel est ton lien personnel à la ruralité ? Tu as dit que tu venais de Valenciennes, mais je pense qu'il y a eu plusieurs chemins, périples avant d'arriver à Saint-Quentin. Il y a un petit parcours de plusieurs il y a de plusieurs villes, on va dire ça comme ça. Oui, il y a un parcours de plusieurs villes, de plusieurs pays. Il y a eu la Belgique, il y a eu la France, il y a eu l'Espagne, il y a eu le Maroc, et puis la Touraine. Donc un petit périple, mais en fait toujours citadine. Mine de rien. C'était ce que j'allais te demander, parce que j'allais te dire finalement, donc Saint-Quentin, sur Indrois. Voilà, c'est ta première ruralité, c'est ta première fois. Complètement. Alors toujours une citadine toujours tournée vers la nature, mais pas écolo dans l'âme où t'as des gens qui te disent non, moi je veux absolument parce qu'il y a un mode de vie, c'est quelque chose qui me plaît. Moi j'étais attirée par la nature, mais comme tous les citadins qui vont tous les week-ends, tu vois, faire des marches en forêt. Et puis quand on a décidé avec mon mari de changer de vie, on s'est dit oui, pourquoi pas. Et puis la vie a fait que on a eu l'opportunité d'arriver en ruralité et on sait plus et voilà, les choses ont fait que. C'est quoi les motivations pour venir vivre en ruralité ? Avoir une grande maison sans voisins, avoir beaucoup de terrain et voir beaucoup d'animaux. Et c'est le cas parce qu'on a la chance d'avoir un grand terrain où on voit les bichonnettes passer, les lièvres, les lapins, les faisans. Et c'est un régal pour les yeux, quoi, et pour les oreilles. Et ça fait combien de temps ? Ça fait 14 ans. J'ai envie de te demander, est-ce que ça a été facile tout de suite ? Eh oui.
Dans la présentation, j'aurais dû dire globe-trotter, en fait. Oui, parce que je m'aperçois, d'ailleurs, comme tu peux le voir aujourd'hui, hein, finalement, on peut se contenter de peu dans la vie, c'est-à-dire que tu te donnes les moyens et les envies je vais pas trouver la bonne formulation, mais j'arrive à me contenter de ce que j'ai. Alors, j'aime avoir plus, mais je me contente de ce que j'ai. Et là, l'idée, quand je suis arrivée en ruralité, c'était de se dire, qu'est-ce que je veux? Je veux une grande maison, je peux l'avoir. Je veux du terrain, je peux l'avoir. J'ai envie d'avoir une vie cool avec des animaux et un cadre de vie qui va me correspondre. Est-ce que je vais l'avoir? Oui. Eh ben, dans ce cas-là, ok, banco, quoi. Et ça a été un vrai bonheur et aucun regret. Mais il n'y a pas cette perception de se dire je vais m'isoler, m'enfermer? Pas du tout, mais parce que encore une fois, on a des axes routiers. J'ai cette chance d'avoir des axes routiers qui ne sont pas loin. Alors on a la A85 qui est pas très loin. Je suis à côté de Loches, à 10 minutes de Loches, et je suis à 17 minutes d'Amboise. Et puis Tours qui est à 20 minutes par l'autoroute. Ah ouais. Donc c'est bonheur, voilà. Oui. Mais encore une fois, c'est bonheur parce que je suis une femme avec le permis et que j'ai une voiture. La mobilité en ruralité, c'est extrêmement compliqué quand tu n'as pas de voiture. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Et du coup, tu fais ta liste de courses si tu n'as pas de voiture. Mais même quand tu as une voiture et que tu fais un petit peu attention à l'écologie, tu fais ta liste de courses. Et si tu oublies le beurre, tu dis c'est pas grave, tant pis, ça sera pour la fois d'après. Quand je suis arrivée en ruralité, je me suis tout de suite plongée dans l'APE, l'organisation des parents d'élèves. Tu vois, je me suis plantée dans toutes les associations qu'il y avait sur Saint-Quentin et sur les périphéries proches. Donc du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens. On avait des professions libérales qui nous permettaient aussi de rencontrer du monde. Donc du coup, ça fait boule de neige. Quand tu rencontres tes aînés, ça crée un lien intergénérationnel. Tu connais l'histoire du village et les liens sont plus faciles. Donc ça crée quelque chose. Et du coup, moi, j'ai pas eu de manque et je pense que mon mari n'a pas eu de manque non plus, mais parce qu'on est au contact du public tout le temps. Et ton fils, il avait quel âge quand vous êtes arrivé en ruralité? Il avait 6 ans. Donc la période du CP, lui rentrer au CP, c'était bien, c'était nouveau. Donc c'était aussi un moment charnière. Voilà. C'est un super moment pour les enfants. Hein. Ouais, c'est un super moment parce que du coup, il a découvert autre chose. On est arrivé à Tours la première année, mais il a découvert autre chose. Il était habitué au bruit de voiture. Là, il a été habitué au brame du cerf. Ça c'était chouette au tracteur. Il a été habitué à entendre les cris du faisan quand il y a des accouplements ou après la période de chasse. Enfin voilà, tu vois, c'était non mais c'est chacun ses repères. Hein. Chacun ses repères, mais voilà, mais c'est la nature, c'est les sciences naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors pas pour toi, pas toi en tant que Cécile, mais être une femme en ruralité, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as une définition? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose là-dessus? Alors, elle me fait sourire ta question parce que est-ce qu'on la posera à un homme? Tu vois, je suis pas certaine. Ouais. On dit toujours, qu'est-ce que c'est que d'être une femme politique? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme? Un homme, on lui pose pas ça. Qu'est-ce que c'est que être une femme en ruralité? Une femme. Est-ce que c'est plus compliqué? Alors ça peut l'être, oui. Ça peut l'être. Une femme en ruralité, c'est être polyvalente, c'est être débrouillarde parce que t'es obligé de gérer énormément de choses. Tu gères ta vie de femme, tu gères ta vie de maman, tu gères ta vie professionnelle. T'es dans la gestion tout le temps. Mais les femmes en ville, c'est pareil. Alors, elles ont pas la contrainte de la mobilité très souvent. On en revient toujours à ça. Il y a une grande polyvalence en ruralité à avoir. Après, moi, j'ai pas trouvé d'obstacle en tous les cas. J'en ai peut-être eu, mais ils n'ont pas été suffisamment importants pour qu'ils me marquent. L'accès à l'emploi, par exemple. Alors ça, il peut être plus compliqué. Ne serait-ce que, par exemple, moi, dans mon domaine, j'ai pas de labo, tu vois. Région Centre, il y a pas de labo. Mais après, tout dépend de ton milieu professionnel. C'est clair que c'est pas forcément facile d'avoir une profession, je mets des guillemets quand je dis intéressante, mais que tu as choisi. C'est une possibilité. C'est-à-dire que il peut arriver que tu aies fait des études, mais que quand tu es en ruralité, tes études ne correspondent pas à l'emploi recherché. Et là, c'est compliqué. Oui, le panel d'offres ou la diversité, elle est pas toujours au rendez-vous, quoi. Exactement. Ouais, c'est là où ça peut être compliqué, effectivement. Donc, tu es mère depuis 2014. Depuis 2014, 11 ans. Oui. Pourquoi tu es Pourquoi tu es devenue mère? Parce que alors avant cet engagement-là, est-ce que tu avais déjà eu des engagements politiques, associatifs? Est-ce que tu avais déjà été dans J'avais été mère des jeunes d'Orléans.
C'est quoi ça? Eh oui, c'est un conseil municipal pour jeunes. Ah, La mairie d'Orléans avait lancé ça et effectivement, j'avais été élue maire d'Orléans. Je faisais pas partie d'un parti politique, et je suis arrivée avec mes idées un peu de citadine, mais j'ai un village que j'appelle toujours le Bel Endormi. Souvent on dit, tu vois, la Belle Endormie. Moi, je trouve que c'est le Bel Endormi parce que c'est un magnifique village, mais qui n'avait pas bougé depuis très très longtemps. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est un peu dommage. Il y a des tas de choses à faire, il y a des tas de choses à mettre en place, et finalement, c'est peut-être pas fait comme moi j'aimerais. Donc je vais faire des propositions. Puis les propositions que j'ai faites n'ont pas forcément été entendues. Ça m'a un peu chagrinée. Je me suis dit, les élections arrivent. Qu'à cela ne tienne. Mais ça veut dire que les propositions que tu faisais, c'est parce que tu étais dans le conseil? Mais parce que je suis arrivée sur un conseil municipal qui était déjà en place. D'accord. Et comme on se le disait en off, pas une vraie Saint-Quentinoise, parce que un conseil municipal de père en fils, et avec des idées très arrêtées. Sauf que quand t'arrives et que t'es une néo-urbaine, t'arrives aussi avec d'autres idées, parce que avec une autre dynamique, un autre regard, et des fois c'est bien aussi d'avoir un autre regard, parce que ça relance quelque chose. Et moi, je trouvais que ce village, il avait besoin aussi peut-être d'avoir une nouvelle dynamique. Donc voilà. Donc je me suis dit, les élections arrivent, pourquoi pas, allons-y. Et puis ça a fonctionné puisque toute ma liste est passée. Bingo. Ils n'avaient jamais eu de femme maire, une femme qui en plus n'est pas agricultrice et qui est pas de Saint-Quentin. Donc là, ça a été le jackpot effectivement pour toute la liste. On était ravis, mais voilà, on avait pourtant un agriculteur dans la liste, mais l'idée c'était de recréer quelque chose et puis de faire évoluer le village. C'était ça en fait l'idée. C'était de se dire on a des acquis qui sont intéressants, donc gardons-les, mais qu'est-ce qu'on peut proposer en plus pour que ce village, il continue, d'évoluer avec toutes les idées, parce que toutes les idées sont bonnes, hein. Le tout, c'est de pouvoir et de savoir communiquer avec les anciens qui sont là depuis très longtemps, qui ont une vision des choses, les moins anciens et puis les nouveaux. Et si on se met autour de la table et qu'on se dit, moi j'ai telle idée, ah oui, mais ça peut pas marcher parce que il y a ça dans le village qui fait que ça sera pas possible, ou oui, pourquoi pas, ça n'a jamais été essayé et faisons-le. Et voilà. Donc à plusieurs, quand on pose les choses, quand on communique, on arrive à faire des grandes choses. C'était quoi les acquis du village? Parce que tu as dit, en t'écoutant, tu dis il y avait des acquis du village, donc fallait les conserver, mais il faut les préserver et puis changer, apporter de la nouveauté. C'était quoi les acquis du village? Et à quoi il ressemble aussi ce village? Si je ferme les yeux, tu peux me le décrire? Alors, tu es au bord de l'Indrois, donc c'est une petite rivière qui déborde de temps en temps, puisqu'on a eu des crues il y a pas très longtemps. C'est très verdoyant, c'est un peu vallonné, avec un microclimat parce qu'il fait beau, allez, on va dire 362 jours sur 365. Tu mens? Oui. En plus. C'est le côté politique, ça doit être ça. Je mens comme elle respire. Je mens. Non, mais c'est un village charmant. Non, mais quand je dis qu'il avait des charmants acquis, c'est-à-dire que il y avait des manifestations, il y avait des foires, tu vois, la fête des oiseaux. Il est beau, il a un bâti. Alors on a un magnifique château qui est le château de Saint-Jean-des-Roches. On a des très belles maisons qui sont en tuffeau. Il y a du patrimoine. On a du patrimoine, oui. Mais le fait d'être entre la cité médiévale de Loches et puis la Renaissance, on a une architecture qui est plutôt sympathique. Mais on avait un ancien presbytère qui n'était plus habité, où on a justement transférer la mairie, puisque moi, mon ancienne mairie, en fait, c'était l'école des garçons. Le problème, c'est que c'était hyper vétuste, moche, en 2014, on est arrivé, on a recréé un cœur de village, on a repris... Il y a des commerçants? Alors non, j'ai plus de commerçants. Ça, c'est mon grand drame. Appel aux familles avec des enfants, appel aux commerçants. Et voilà. D'accord. Et par contre, on a fait revenir, on n'avait plus qu'un artisan qui était à 1 an de la retraite, et grâce à la ZRR, à la zone à revitalisation rurale, qui vient d'ailleurs de changer de nom, on a réussi à refaire revenir des artisans, et j'ai plus d'une vingtaine maintenant d'artisans qui sont revenus. Voilà. Donc c'est exonéré. Voilà. Tu viens t'installer en ruralité et t'es exonéré d'impôts pendant minimum 7 ans. Donc ça, c'est génial. Mais voilà, il y avait des acquis, donc style, tu vois, manifestation qu'il fallait garder parce que c'était ancré, etc. Et que doucement, on a fait évoluer sur des choses un peu plus récentes. On avait un RPI qui fonctionnait, mais effectivement encore avec des choses. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est un Alors c'est un regroupement pédagogique pour nos écoles. Donc c'est 3 villages qui sont regroupés et où chaque village a une école.
avec plusieurs niveaux. Voilà, donc on a recréé, tu vois, des choses comme ça, et du coup on a un bus que le RPI a acheté, Un ramassage scolaire, voilà, Ok. qui fait les 3 Parfait. communes, qui fait les sorties, donc les enfants peuvent aller à la piscine, peuvent aller au cinéma. Quand il y a les animations culturelles, et ben ils vont au théâtre, ils vont. Quand moi j'expose à la mairie, parce qu'on fait venir tous les 2 mois des artistes, donc quels qu'ils soient, ça peut être de la mosaïque, ça peut être de la sculpture, la ferronnerie, enfin peu importe, la photo. Bah, du coup les enfants prennent le bus et viennent à la mairie, rencontrent l'artiste, et puis passent un moment et découvrent. C'est un mini musée finalement à la mairie. Voilà. Ok, donc là tu nous adresses un peu le tableau de ton village. Donc tu te présentes, tu nous as expliqué, tu te présentes. Bingo, tu es élu. T'as eu peur? Eh ben non, je suis un peu inconsciente. Tu sais, c'est comme toi quand tu dis tout à l'heure, j'ai ma bouche qui parle plus vite. En fait, je me suis dit, mais non, mais j'ai envie que ce village il bouge. J'ai des tas de propositions à faire. Parce qu'en plus avec un petit garçon. Oui, eh ben ouais, mais même pas peur. Je pense que moi j'ai une grand-mère qui m'a toujours dit fonce. Si t'as envie de quelque chose, fonce. Et ça m'est toujours resté. Et là, l'idée c'était de se dire j'ai des idées. Elles sont peut-être pas toutes bonnes, mais en tous les cas j'ai envie de les mettre en action. Donc fonce. Et j'ai foncé. Voilà. Puis ça a marché. Donc on est ravis. Ça ressemble à quoi une journée de mère? de toi? J'aimerais te dire, je me lève à 10h et je me couche à... Mais non. Alors, une journée de mère, on va dire ça comme ça, c'est d'inattendu, quelque part, parce que c'est une journée de réunion, ça c'est clair, c'est une journée de rendez-vous, c'est clair, mais à côté de ça, tu peux aussi monter sur le tracteur parce que... nous, on n'a qu'un agent technique, par exemple, et s'il est débordé, Madame le maire, elle va monter sur le tracteur, elle fait de la tondeuse. C'est ce que racontait Nathalie, qui effectivement court des fois après les chevaux. Hein, voilà. Enfin, ouais. effectivement, il n'y a pas beaucoup de ressources au sein de la mairie, donc il faut tout faire. Toi, c'est le même cas? Eh ben c'est pareil, c'est-à-dire que je peux être appelée. Alors ça a beaucoup fait rire le sous-préfet d'ailleurs qui passe par ma commune pour revenir à Loches, qui m'a dit vous êtes quand même la première femme maire que je vois sur un tracteur. Je vous assure, on est plein comme ça. C'est parce que vous les voyez pas. Tu passes de l'état civil à l'urbanisme à un rendez-vous et puis d'un seul coup t'es appelé parce que il y a un cheval ou parce que ton agent technique a un problème sur le tracteur et tu dis ok, pas de problème, donc tu vas aller l'aider, tu fais de la tonte. Puis après, tu reçois un appel de ta secrétaire qui dit « Aïe, il faut vite aller à la cantine parce que la cantinière vient de se couper la main en tranchant le pain. » Tu dis « Ok, je vais aller faire la cantine. » Donc, tu fais la cantine au petit loulou. Puis à côté de ça, tu dis « Ah, zut, 14h. » Et vite, hop, je vais me changer et je repars en réunion parce que t'as une réunion sur le PADT ou t'as une réunion sur, j'en sais rien, moi, une certaine commission. Enfin, voilà, c'est... Donc il n'y a pas une journée qui se ressemble? Non, et ça c'est génial. Et tu es multicompétence. T'es polyvalente, de toute façon t'es obligé, mais c'est ça aussi qui est chouette, tu vois, dans cette fonction, c'est que tu sais jamais ce qui t'attend. Moi je trouve ça génial. Alors il y a des fois ça peut être stressant, hein, parce que quand t'es appelé, par exemple pour un accident, là c'est nettement moins agréable. Un accident de circulation. De circulation, mais il y a pas que malheureusement. Ouais. Tu peux aussi avoir des fois des décès par pendaison ou autre. Ah oui. Là c'est plus compliqué. Le maire est Oui. obligé d'être présent? Oui, malheureusement. Après, on a, et là, j'espère qu'ils l'entendront, mais on a une super on a un super centre de gendarmerie à Loches et ils sont mignons parce que très souvent ils me disent Madame le maire, on va les voir avant. Donc moi je reste dehors. Enfin, ils vont filtrent. voir, ils filtrent. Oui, mais après c'est. Mais si tu étais en vacances, tu n'es pas là. Alors c'est mon adjoint qui fait. D'accord. Mais par contre, ça permet aussi d'aller prévenir les parents. Enfin, tu vois, alors ça c'est le côté un peu négatif de la fonction, c'est que dans un petit village, tu connais les 3/4 de ta population et quand tu connais bien les gens et que tu es obligé de te présenter à la porte et de dire toc toc toc, j'ai pas forcément une bonne nouvelle, ça c'est compliqué. Mais à côté de ça, t'as le relationnel, t'as le réseau, t'as les mariages, t'as les Pax, t'as les baptêmes civils, t'as les rencontres avec pareil des nouveaux administrés qui viennent se renseigner sur ta commune, t'as les copains maires aussi avec qui t'échanges sur les problématiques. Enfin voilà, donc t'apprends tous les jours, c'est des nouvelles connaissances tous les jours et ça c'est super. En matière d'apprentissage justement, donc tu deviens mère. Comment t'es devenue mère? Parce qu'il y a plein je me souviens que Nathalie, elle m'avait expliqué effectivement tous ces nouveaux apprentissages. Quand il a fallu refaire, je pense que c'était son église, il fallait qu'elle soit douée en expertise de travaux, etc. Comment t'as fait? Tu sors les rames. Ceci étant, je le dis en rigolant, mais c'est vrai. Tu sors les rames, tu passes tes nuits et tes journées à la mairie. Donc t'as un chéri qui te dit si tu veux, je t'installe un lit Pico
à la mairie parce que tu passes un temps fou, tu fais des recherches de folie pour être au taquet le lendemain et dire aux équipes ah ben non mais là ça va pas. Et puis après t'apprends aussi sur le tas et puis tu te formes parce qu'il y a aussi des formations avec c'est ça que je voulais te demander. l'association des maires d'André-Loire, la MIL, et puis la MR 37, l'association des maires ruraux dont je fais partie, où on met aussi en place tu vois des cafés rencontres qui sont des lieux d'échange où on rencontre avec des professionnels donc quels qu'ils soient hein, ça peut être surtout ça peut être sur le ZAN, zone artificialisation naturelle, tu vois, de ce qui se passe. Donc ça peut être sur l'urbanisme, ça peut être sur comment annoncer un décès. Enfin, des thématiques différentes. Des thématiques complètement différentes, mais où du coup tu apprends des choses. Et puis après, c'est il y a pas de secret. Hein, c'est aussi en parlant avec les anciens maires, avec les anciens du village. Et puis t'apprends parce que il y a des choses qui sont pas marquées dans les dossiers. Donc en parlant avec des anciens, ils vont dire ah oui mais alors à l'époque, l'endroit, il passait par là. À l'époque, il y avait là, il y avait des chevaux. Donc, ah non, là, c'est pas la peine de créer quelque chose. La zone, elle est inondable. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça. Et puis, avec le réseau des copains qui sont maires aussi, t'apprends tous les jours. Est-ce que le fait d'être une femme, alors non pas être une femme en ruralité, mais être une femme mère et en ruralité, est-ce que ça a été plus compliqué, tu penses? Parce que certaines me l'ont déjà dit, quoi. Enfin, des fois, il y a quand même alors je vais te faire une réponse de Normand. Vas-y. Oui et non. Oui, ça peut être compliqué parce que quand t'arrives dans un groupe qui est quand même exclusivement masculin, hein, on va se le dire, t'es la plus jeune et que vous êtes deux par exemple au sein de ta communauté de communes et que ton village il a quelque part jamais existé ou revendiqué en tous les cas des subventions ou autres, on te regarde un peu de haut en disant dis donc t'es mignonne, t'es la petite jeune, tu repasseras la semaine prochaine. Mais quand très rapidement ils comprennent que tu peux aussi avoir un langage de charretier et dire bah non attendez les gars je suis là, j'ai été élue au même titre que vous, il n'y a pas de raison que moi mon village ou moi en tant que femme ma voix ne compte pas plus que la vôtre, non pas d'accord, donc tu tapes du poing sur la table et puis tu dis je suis là, je suis déterminée, donc maintenant écoutez-moi. Alors il y a des fois ça se passe bien, puis il y a des fois moi je dis toujours quand sur les chantiers on me regarde un peu de haut, j'ai un truc, alors écoutez vous êtes mignons mais vous venez pas me casser les burnes parce que sinon voilà, on va faire ensemble et je fais avec les gars. Et quand ils voient qu'effectivement je peux monter sur la toiture, mais comme ma consoeur que t'as interviewée il y a pas très longtemps, quand ils voient que tu te démontes pas, tu montes sur la toiture, tu montes sur le tracteur, tu vas sous la voiture en disant regardez là il y a un truc qui va pas parce que ça vibre. Et ils se disent ah oui la petite effectivement elle a pas peur de se remonter les manches et on te regarde différemment. Donc on t'écoute. Mais tu dois en faire 2 fois plus? Ah complètement. D'accord. Voilà. Mais ça, je crois que malheureusement, c'est dès que tu as le mot femme, que ça soit dans tous les milieux, t'en fais 2 fois plus. Femme, et est-ce qu'il y avait la casquette aussi? Elle vient de la ville. Ah oui, complètement. En disant, de toute façon, c'est une citadine, elle sait rien faire, elle connaît pas les cycles de la campagne, donc forcément au début on te met un peu des bâtons dans les roues, mais après tu te dis de toute façon non, il y a pas de raison, donc t'y vas, tu fonces. Et alors moi j'ai certainement un gros défaut, c'est que le regard des autres m'importe peu. D'accord. Donc si j'ai décidé quelque chose, je suis déterminée et j'y vais. Et si je me plante, tant pis, c'est pas grave. On apprend aussi par ses échecs. Hein. Donc si c'est un échec, tant pis, je recommencerai différemment. Et puis si ça fonctionne, c'est super quoi. Est-ce que tu as un exemple en tête de justement d'une situation ou d'une personne, alors sans la nommer bien entendu, d'une confrontation ou d'un truc qui bloquait au départ parce que oui, t'étais une femme, tu venais de la ville et puis tout d'un coup t'arrives, voilà, je suis maire du village en réalité, un truc, et puis finalement tu y arrives, ça se passe bien et cette personne, cet homme, cette femme, ce groupe vient pour dire finalement Cécile. Ah non, ils sont jamais venus me revoir. Alors j'en ai plein des situations. Une cocasse peut-être, pas forcément un truc grave, mais non, des cocasses pas forcément, mais oui, t'as des situations où les gens viennent te voir. Alors si, il y en a une qui est assez rigolote quand même, c'est de se dire que sur la liste opposée, on m'a bien fait comprendre que j'étais une femme pas là depuis 5 générations, donc que je ne serais jamais élue, je ne connaissais pas le milieu de la terre, donc de toute façon je n'avais aucune chance. Quand effectivement toute ma liste est passée, 2 jours après on est revenu voir en disant non mais j'avais rien contre toi, tu sais, je crois que je me suis trompée de liste, donc si tu pouvais m'arranger ce coup-là.
Voilà. Et non, je vais pas t'arranger ce coup-là. Alors c'est même pas une question de liste, c'est une question d'éthique. Ce qui se faisait avant en disant en se tapant sur l'épaule ne va pas avoir lieu d'être au sein de cette équipe, c'est-à-dire qu'on sera logés tous à la même enseigne et donc on va partir sur des bonnes bases. Et donc effectivement le monsieur est reparti. Voilà, donc ça c'était assez drôle, mais des situations il y en a quelques-unes, okay. Quoi. Voilà. On attaque avec le programme R. Par l'état commune, ça s'est fait. À quoi ça ressemble? Comment elle est composée, structurée? Les défis. Bon, tu nous as parlé quand même tu voulais faire évoluer la commune. Il y a eu un défi en particulier? Un truc vraiment précis? T'as envie de partager? Ou pas vraiment? Est-ce qu'il y a eu un truc, un gros chantier, un truc important que tu as dû mener au départ? Alors, il est pas gros, mais il a beaucoup fait parler. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, l'ancienne mairie se trouvait dans l'école des garçons, qui était un peu excentrée, et on avait un magnifique presbytère qui était à côté de l'église et à côté de l'école. Et quand j'ai dit on va transférer, T'as migré de l'école au presbytère? Et et on m'a dit mais vous vous rendez pas compte, c'est pas possible, ça a toujours été la mairie à l'école des garçons, l'école des filles est de l'autre côté, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Bien sûr que si. En plus quand je suis arrivée en 2014, il fallait absolument que tout le monde soit, tu sais, sur la loi PMR pour la mobilité, des personnes à mobilité réduite. Et ça nous coûtait une blinde, on va le dire. De transformer l'existant plutôt que de l'ancienne passer de l'autre côté. Et puis c'était pas pertinent. Et là le presbytère, on a un magnifique jardin où on a recréé un jardin des mariages et on s'est dit on va quand même recréer un cœur du village. Mais alors ça a créé une polémique. Je m'attendais pas à ça. En disant mais attendez, c'est quand même pas il y a 800 mètres, tu vois. Donc c'est quand même pas terrible, mais ça a créé une polémique entre les anciens et les nouveaux. C'était en disant mais elle va tout casser, c'est pas possible. Et on leur a dit mais non, on casse pas. L'ancienne mairie va devenir des logements sociaux. Donc en plus de ça, ça va nous permettre d'accueillir des gens, des jeunes qui ont envie de s'installer. Et puis le cœur du village va être avec la mairie, avec l'école, avec le parc. Enfin on recrée un petit noyau, c'est chouette. Mais ça a été un peu un défi, c'est ça le défi. Ouais, non mais alors que toi c'était pas un gros défi, hein. Mais voilà. Et après la construction, oui, ça. Parce que installé depuis la nuit des temps. Et il fallait pas toucher, quoi. Okay. Donc et jardin des mariages, pourquoi créer un jardin des mariages? Qu'est-ce que les mariés ont besoin d'aller dans un jardin? N'importe quoi. Franchement, mais ça se fait pas. Déjà pourquoi ils se marient? Mariez-vous un peu plus et faites des enfants. Surtout, on va parler quand même du programme R, élus ruraux relais de l'égalité. Est-ce que pour éventuellement ceux et celles qui prendraient cet épisode en cours de route et qui n'auraient pas écouté tous les autres, d'ailleurs c'est bien dommage, donc je vous conseille d'écouter tous les autres, est-ce que tu peux dire un peu ce qu'est le programme R de l'Association des maires ruraux de France? Alors c'est un projet qui a émergé en 2021 suite à un rapport d'information sénatorial qui était alarmant puisqu'en fait ce rapport expliquait qu'il y avait extrêmement de violence, mais notamment en ruralité, il y avait beaucoup de féminicides, il y avait beaucoup de victimes et de violences intrafamiliales en ruralité. Et du coup, l'AMRF s'en est saisie. L'AMR a décidé de créer justement R. AMR. Association des maires de France et AMRF ruraux. Bien. Voilà, c'est distinguo. C'est deux entités différentes qui se complètent, on va dire ça comme ça. Et en plus, on a nous maintenant des AMR au sein de nos territoires. Donc AMR 37, Association des maires ruraux d'Indre-et-Loire. Et suite effectivement à ce constat, il y a eu la possibilité avec l'AMRF de créer des entités relais, donc et notamment des gens qui sont des élus relais. Voilà. C'est ce que j'appelle le référent. Des référents qui, eux, sont là pour recueillir la parole et pour te guider. Donc, normalement, dans chaque mairie, maintenant, en France, si c'est bien fait, eh bien, tous les maires ont des référents ou sont référents R. Et quand tu as une victime de violence intrafamiliale qui rentre en mairie, eh bien, tu es capable de l'accompagner, d'être bienveillant, d'être à l'écoute et de lui donner les clés des différents organismes qui se trouvent aux alentours de chez toi. Parce que c'est ça, en fait, quand tu as une victime, alors très souvent les victimes de ton village, d'ailleurs, elles ne viennent pas forcément dans ta mairie. Elles vont dans la mairie d'à côté. Oui, le regard des autres. Le regard des autres, c'est très très important. C'est compliqué et c'est pareil. Le maire, c'est ou le conseil municipal. Tu sais jamais, même s'il est bienveillant,
en tant que victime, tu sais jamais quel regard on va porter sur toi. Donc très souvent, tu vas dans la mairie d'à côté. Mais en tous les cas, un maire qui est référent ou en tous les cas un référent au sein de la mairie, il est là pour te guider, pour t'écouter, pour te dire j'entends, voilà, je comprends votre parole. Et puis, je vais vous donner les clés des différents organismes. Mais tu n'es pas là pour être juge, tu n'es pas là pour être conseiller juridique et tu n'es pas là pour faire à la place de la victime. Tu lui donnes les clés. Tu lui donnes les clés. Ok. Exactement. Moi, je dis toujours, je suis le relais. Je suis le relais pour faire venir la gendarmerie, par exemple, que ce soit un peu plus discret et les faire revenir en mairie pour qu'elles puissent déposer tranquillement, sans être stressées. Je suis là pour accueillir. Sans aller à la gendarmerie. Exactement. En fait, parce que c'est un stress quand même. Oui. Un sas de protection, un espèce de cocon. Tu peux trouver à la mairie. Exactement. T'as un cocon. Quand t'accueilles une victime, tu lui proposes, tu vois, un café, tu la mets en confiance. Voilà, tu parles. Et ça aussi, c'est déjà. Moi, je tiens à féliciter alors ces femmes, parce que c'est très souvent quand même des femmes. Non. Ces victimes, quand elles viennent, c'est un stress qui est énorme. Donc quand tu viens dans un lieu qui n'est pas quelque part un peu officiel, tu vois, la gendarmerie, c'est compliqué de pousser la porte de la gendarmerie. Quand tu pousses la porte d'une mairie, c'est pas tout à fait pareil. Donc là, déjà, voilà, même si t'es en stress, tu vas prendre un café avec cette personne, tu vas l'écouter, tu vas essayer de comprendre, puis tu vas dire d'accord, ok, moi, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être effectivement de faire venir les gendarmes de façon à ce que vous puissiez déposer, qu'on puisse vous donner différentes clés ou numéros de téléphone pour que au moment où vous allez être décidé, eh bien, vous puissiez aller voir ces organismes, vous puissiez aller voir France Victime, vous puissiez aller voir le CIDFF, tu vois, le centre d'information qui soit juridique, etc. Vous allez pouvoir avoir des juristes à votre écoute, des psychologues à votre écoute. Et là, eh bien, effectivement, le jour où elle sera décidée, eh bien, elle pourra partir. S'il y a des OPJ à prendre, voilà. Des quoi? Alors les OPJ, je t'ai sorti un petit truc, tu vois, c'est l'ordonnance de protection. Elles vont savoir ce qui va l'attendre, parce que très souvent c'est ça aussi, c'est que et moi c'est un reproche que j'ai fait il y a pas très longtemps aux gendarmes. Quand tu vas déposer plainte, tu sais pas ce qui va en découler, et très souvent ces femmes, elles ont pas la notion de tout ce qui va découler à partir du moment où elles ont déposé plainte. Tu veux dire ce qui va leur arriver? Exactement. Et puis ce que ça va engendrer, de ce que ça engendre. Ouais, c'est ça. Tu vois, le process, tu l'as pas forcément en tête. Tu dis, ok, je vais déposer plainte parce que j'en ai marre. C'est le 10e coup que je me prends dans la semaine, mais tu sais pas ce que ça va engendrer. Et là, à partir du moment où tu as déposé plainte, ça y est, la machine elle est lancée. Donc il faut savoir aussi ce qui t'attend. Et malheureusement, c'est aussi ça qui fait que t'as des femmes qui, par contre, elles en sont conscientes et n'ont pas envie de mettre le doigt dans l'engrenage. Et c'est très souvent, malheureusement, là où la violence, elle se décuple et puis ça devient dramatique, quoi. Et le statut d'élu référente, on est venu te chercher, tu l'as découvert comment, ou c'est parce qu'il y a eu une situation dans ton village? En 2000, alors moi, c'est une cause qui m'a toujours touchée, je saurais pas l'expliquer, je sais pas dire pourquoi, comment, mais par contre, c'est vrai que dès qu'on a commencé à en parler en 2021, on a eu cette chance d'avoir un président d'AMR 37, Jérôme, qui nous a dit, écoutez, moi je pense que ça serait bien qu'on s'en saisisse. Et nous étions 2 maires femmes à dire, ok, banco, effectivement, c'est un sujet dont on va se saisir, parce que sur nos communes, il y a certainement de toute façon de la violence. Et la violence, elle n'est pas que sexuelle. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'on fasse comprendre aux femmes et aux jeunes filles, c'est qu'il y a plusieurs formes de violence. Alors très souvent, quand tu dis oui, il y a les violences, tu dis oui, ok, les violences sexuelles, il y a les violences où je tape sur ma femme. Ouais, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a les violences psychologiques, et il y en a beaucoup. On peut le voir sur le violentomètre. Ça commence par par une phrase des fois. Oui, par une phrase, regarder ton portable, checker tes allées venues, etc. Exactement. Une insulte. Enfin voilà, c'est des fois ça commence. Oui. De façon, et quand je dis bénigne, voilà, encore une fois, je mets des guillemets, mais ça peut être financier, ça peut être, il y a plusieurs violences, et des fois, effectivement, ça commence sur le violentomètre, comme tu dis, par un petit truc, mais ce petit truc, il va s'accentuer, et puis ça va devenir récurrent, puis un jour, c'est les coups, et puis ça devient, de pire en pire. Donc, il faut arriver à dire stop avant que ça devienne un drame. Voilà. Donc,
Tu t'empares de ce sujet, si je Oui. puis dire. Tu es accompagnée, tu es formée. Alors, on est formé par l'association, on est formé par la MRF, on est formé par le CIDFF. Moi, je vais régulièrement et encore prochainement, tu vois, je vais à des tables rondes avec le CIDFF, le centre d'information. Je l'ai plus tout à fait dans l'ordre. Il y a une partie juriste, psy, voilà. Et il travaille accompagner. étroitement avec l'Association des maires ruraux de France. Oui, C'est ça, oui, sur oui, les territoires. C'est en tous les cas, nous Ouais. en Indre-et-Loire, on travaille en relation très étroite avec eux, avec France Victime aussi, Ouais. et puis avec la préfecture où on a travaillé sur le protocole contre les violences intrafamiliales. Donc tu te formes et puis après, de toute façon, c'est en fonction de ta sensibilité. Effectivement, quand tu vois quelque chose passer, une formation, ou quand tu vois un écrit, tu fais des recherches, tu vas, tu poses des questions, tu rencontres des psys et de toute façon, je vais dire que quelque part, c'est aussi une évidence de se former parce que tu sais, même si tu n'es pas au courant dans ton village, tu sais pertinemment qu'il y en aura au moins un ou une chez toi. T'en as peut-être pas connaissance, mais le jour où cette personne va pousser la porte, il faut que toi, tu sois capable de dire, OK, je vais vous donner des possibilités d'échapper à votre agresseur. Donc, il faut se former. Et très sincèrement, que vous soyez un maire homme, une mère femme, faites des formations. Soyez sensibilisés parce que malheureusement, on a tous et toutes un ou une administrée qui est victime de violence. Et quand c'est pas les femmes qui viennent, de toute façon, ce sera les enfants qui sont co-victimes. Tu fais une bonne transition, mais avant, j'avais quand même envie de te demander, ça t'est arrivé d'avoir justement d'avoir une femme qui une pousse femme, la porte ou un homme, hein. ou un homme, parce qu'il y a des hommes des aussi. hommes, Et hein. d'ailleurs, au sein de notre conseil, nous sommes 3, parce que très souvent, parce que je disais tout à l'heure, les administrés vont peut-être pas forcément parler au maire tout de suite. Donc, on s'est dit qu'une référente conseillère, c'était bien, et qu'un référent homme. Parce que si un jour, on avait un homme qui poussait la porte, Ça serait pas plus accessible? Facile? oui, facile Facilitant. de parler d'homme à homme plutôt que de parler à une femme. Ok. Donc du coup, on a un référent. Moi, j'ai mon adjoint qui s'est proposé en me disant, moi, je veux bien être référent, D'accord. R. Et du coup, c'est un homme. J'ai cette chance de ne pas avoir d'administré Saint-Quentinois ou Saint-Quentinoise qui ait poussé la porte. Par contre, moi, j'ai effectivement quelques suspicions. J'ai une newsletter le vendredi, tous les vendredis. Une newsletter en ruralité? Et ouais, on est moderne. Hein. Putain. Ah ouais. Tu vois, ça fait partie des petits trucs, ça. Le digital, quand même. Hein. C'est merveilleux. Ah, c'est mais chouette. alors, mais pour nos anciens qui n'ont pas le digital, on a toujours le tableau en extérieur. Voilà. Comme ça, ils sont au courant. Ils ont exactement les mêmes infos que le digital. Que le digital. Mais par contre, j'ai des jeunes femmes d'autres communes qui sont venues me voir, Ouais. qu'on a conseillé, qu'on suit d'ailleurs encore, et qui sont en relation maintenant, effectivement. Et il y en a une qui passe en jugement dans pas très longtemps. Voilà, parce qu'on travaille aussi avec la maison de protection des familles, avec un adjudant-chef, Sophie Montgermont, qui est génial, qui est très à l'écoute. Et quand on a un problème, quand on a un doute, eh ben moi je décroche mon téléphone. Je dis toujours, je suis blonde avec un QI d'huître et tes certaines... lunettes roses? Ouais. Et Trop belle. et une mémoire de poisson rouge, mais c'est pas grave, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais ça permet de poser les questions que certains n'osent pas poser ou quand tu n'as pas compris. Ça permet de dire les choses avec le sourire. Et puis du coup, tu dis moi je suis désolée mais j'ai pas bien compris, donc est-ce que vous pourriez me réexpliquer? Du coup, ça désamorce le truc et puis tu dis OK, donc je vais prendre mon téléphone et puis pour qu'on soit sûr de votre démarche, je vais appeler les personnes directement. Et là, tu as les bonnes infos aussi. Et puis, ça permet des fois de gagner du temps. Quand tu as les bons réseaux, tu décroches ton téléphone et tu dis, voilà, j'aurais besoin d'un conseil. J'ai une dame en face de moi, je sais pas quoi faire. Je suis un peu embêtée. La procédure, c'est ça. Est-ce que tu penses que on peut accélérer le truc? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens de faire? Oui, non. Mais si c'est oui, voilà, les choses vont aller plus vite. Et ça, c'est bien. Tout à l'heure, tu as parlé d'enfants. Des fois, ce sont les enfants. Oui, T'as dit que les enfants franchissent le pas de la porte d'une mairie? Alors oui, j'en ai un. J'en ai un qui est placé en famille d'accueil. Quand tu parles d'enfants, tu me parles d'enfants de quel âge? Ah, le petit loulou, il a 6 ans. Oh, c'est pas possible. Eh si, c'est terrible. À 6 ans,
Ouais, il a un vécu. Alors lui, le petit loulou, il commence sa vie avec des containers. C'est même pas des valises. Très souvent, tu dis, t'as les valises de la génétique. Lui, il va se taper les valises de la génétique, mais en plus les containers de ce qu'il a vécu depuis 6 ans déjà. Mais là, tu veux dire que ce sont des enfants, alors ce petit, mais des enfants qui passent le seuil de la porte de la mairie pour parler de leur maman ou de leur papa qui subit des violences, ou pour eux ou pour toute la famille. Alors là, pour le coup, c'est donc on a un violentomètre dans la mairie. Et j'ai trouvé, il y a quelque temps de cela, un violentomètre pour les enfants que j'ai mis à la cantine. Et alors, le violentomètre, donc il a des couleurs avec des smileys un peu rigolos. Et on a un petit loulou qui est placé en famille d'accueil et qui posait problème à la cantine. Un jour, je suis appelée par la cantinière et je lui dis, mais écoute, explique-moi, dis-moi ce qui va pas. Est-ce que ton petit cœur il est triste? Est-ce que c'est parce que t'es énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il m'emmène au violentomètre et il me dit, voilà, je suis comme ça, mais parce que j'ai vu mon père. Et je savais qu'il était placé. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, ce que je te propose, c'est que moi, j'appelle ta famille d'accueil et ce soir, tu passes le seuil de la mairie et à chaque fois que ça n'ira pas, si ta famille d'accueil est d'accord, parce qu'il faut l'autorisation quand même, eh ben, tu viens me voir en mairie et on en parle. Et là, effectivement, je suis tombée des nues parce que je m'attendais pas à ça. Il était placé depuis pas très longtemps chez cette dame et on a appris des tas de choses. Et là, on se dit, waouh, comment un petit doudou de 6 ans, il a pu vivre autant de choses. Et quand en plus la parole elle est libérée parce que parce qu'il était prêt ce jour-là, voilà, tu te dis waouh. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour que il aille mieux, pour que quand il revienne d'avoir vu ses parents, ils mettent plus autant de temps à s'en remettre, on puisse évacuer des choses, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire, et on a mis des choses en place. Mais ça a été compliqué au début. Donc là, pour que je comprenne bien, donc effectivement, cet enfant a vu des violences. Oui, au sein de sa famille. D'accord, du papa vers la maman. Oui, voilà. Oui. Donc c'est ça qui le traumatisait. Peut-être que lui a subi aussi des violences. Donc les violences, on parle souvent, et c'est là-dessus que tu voulais. Oui, parce que les enfants, partager parce dans que cet épisode-là, parce que on parle des parents, mais on parle jamais des enfants ou très peu. En fait, l'enfant co-victime, il a été reconnu depuis pas si longtemps que ça, et là maintenant en tant que victime tel, il est reconnu depuis peu, mais il est reconnu. Mais jusqu'à présent, je trouve que on s'attelait pas assez au devenir de l'enfant, c'est-à-dire que il a vu, il est partagé entre les parents, très souvent il est encore soumis à l'agresseur, donc c'est compliqué, il est tiraillé entre deux feux. Quand il y a séparation, très souvent, l'agresseur l'achète aussi avec des jouets, avec des jeux, des machins. Donc quand il revient chez la maman, c'est un peu compliqué et il a du mal à se construire. Et je pense que ils ont encore du mal, ces enfants, à être reconnus et à en parler. Donc il faut absolument que dès l'école maternelle, on puisse avoir un dialogue et que ça soit connu dans l'éducation nationale, qui est un programme dès la maternelle. Voilà. Et ça, c'est mon grand leitmotiv parce qu'on en a parlé avec le Dazen, quand il vous dit... Vous avez tout le temps? Oui, pardon, on a des acronymes. Voilà, des acronymes. Alors, c'est le monsieur, tu sais, qui gère dans l'éducation nationale, les inspecteurs, voilà, qui est avec le ministère de l'Éducation sur, on va avoir des fermetures d'écoles, là, des classes, voilà. Et moi, je milite pour que y ait de l'éducation. Alors, pas sexuelle, loin de là, mais qu'on apprenne aux enfants dès leur plus jeune âge. Sensibiliser. Oui, qu'on les sensibilise sur mon corps m'appartient. Et je n'ai pas le droit de taper sur le copain, mais je n'ai pas non plus à subir de violence. Voilà. Et je suis sûre que si, les enfants ont connaissance de ça, peut-être qu'ils sauront dire non aussi, peut-être plus facilement. Alors je dis pas que ça se fera plus facilement, loin de là, mais peut-être que ça éveillera des fois des consciences chez les parents violents en disant je peux pas taper mon fils, je peux pas taper ma fille, je sais qu'il est en pleine conscience que voilà, son corps lui appartient, j'ai pas le droit de faire ça. C'est des petits grains de sable, tu sais, qu'il faut semer comme ça. D'ailleurs, les enfants, quand des situations elles sont identifiées par les gendarmes, enfin tout le process là, toute la team, les enfants sont accompagnés. Il se passe quoi pour les enfants finalement? Alors normalement aujourd'hui, les enfants sont accompagnés par des psychologues scolaires. Moi, je râle contre les psychologues scolaires parce qu'il n'y en a pas assez. Parce que les conséquences pour les enfants, elles doivent être
elles sont importantes, j'imagine bien. Elles sont latentes, elles sont importantes et surtout elles ressurgissent a posteriori. Et que effectivement, très souvent, c'est des adultes qui, s'ils n'ont pas été suivis, vont refaire ce schéma, reproduire ce schéma complètement. Donc, il faut absolument que ça, c'est enfants, avéré. C'est maintenant c'est pointé parce que des fois on veut pas faire des généralités. Tu vois, de dire pas de généralité, parce que ton père a bu, tu vas devenir alcoolique, parce que t'as été un enfant battu, est-ce que tu vas battre? Alors, tu vas pas battre, mais tu peux avoir des réflexes. Après, c'est pas, des comportements. Après, effectivement, heureusement que tous les enfants qui ont été victimes ne reproduisent pas. Mais il faut un suivi, c'est important. Donc ça, c'est effectivement important que tout le monde en ait conscience et que ces enfants puissent être pris en charge. C'est extrêmement important. Prenez les enfants en charge. Voilà, dès que possible. Hormis le fait d'avoir besoin de psychologues scolaires, est-ce que tu veux justement... alors, tu as parlé des lieux aussi, des endroits de lieux qui peuvent être intéressants pour ces enfants, pour pouvoir se livrer. Mais c'est quoi la demande, finalement? La demande globale, et à qui on l'adresse? La demande, tu peux la faire, toi, auprès des associations. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, au CIDFF, tu peux demander à voir le psychologue. Le psychologue, après, en fonction de ce que lui va évaluer, va t'envoyer vers des organismes. Tu peux, après, quand tu es, par exemple, à l'hôpital Clocheville, prendre rendez-vous avec des psychologues. Alors, les délais sont très, très longs, malheureusement, mais tu peux avoir des rendez-vous. Tu peux, après, toi, bien sûr, en tant que personne, prendre des rendez-vous chez le psychologue. Mais ça aussi, tu t'aperçois que c'est pas si évident que ça de pousser la porte d'un psychologue, parce que c'est encore très mal vu en France de pousser la porte d'un psychologue, d'un psychiatre, et encore plus quand tu viens parler pour des violences. À la MPF, il y a à la maison de protection des familles, elles vont aussi pouvoir te guider. Elles sont bienveillantes, il y a une écoute, elles sont là pour recueillir, mais elles sont là aussi pour guider. Donc ça, c'est important parce que effectivement, ces enfants, on le disait tout à l'heure, ils ont été exposés à des scènes traumatiques, donc il faut qu'ils puissent en parler à quelqu'un. Et le plus tôt pour l'évacuer, en fait, pour l'évacuer, exactement. Finalement. Donc ça, c'est important. Voilà. Et ça peut être aussi des pédopsies, ça peut être une art thérapeute, ça peut être des associations comme on a sur Loche, par exemple, avec Dire et Guérir. Ça peut être des sports, tu vois, qui vont être plus spécifiques, comme l'escrime, comme il y a des tas de choses. Mais plus tôt les choses pourront se mettre en place, mieux ce sera pour les enfants. Là, quand il y a comme on a fait il y a pas très longtemps en équipe éducative, il y a des psys scolaires, des psychologues scolaires. Le problème, c'est qu'elles sont débordées. Il y en a pas assez. Et quand tu as des psychologues scolaires qui te disent oui, mais moi j'ai autre chose à faire parce que je suis débordée, tu te dis non, madame. On est là. Moi, j'ai un cas qui est urgentissime. J'ai un petit loulou qui, en état de crise, a failli planter son voisin avec le couteau parce que c'est ce qu'il a vu ce week-end. Il reproduit un schéma. Il est hors de question que ça se passe dans ma cantine, il va falloir venir. C'est ça ce qui s'est passé dans ta cantine? Ouais, c'est ce qui s'est passé dans notre cantine. Voilà. Et quand je dis que ce petit loulou, il a des containers, c'est qu'effectivement, à 6 ans, pour avoir ce réflexe de prendre son couteau, de vouloir taper le voisin avec le couteau, heureusement, la petite voisine à côté a eu le temps de retirer la main, mais je me dis, ça aurait pu être dramatique. Elle aurait pas retiré la main, le couteau était planté dans la main de cette petite fille, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il a vu à la maison. Parce que c'est pas quelque chose qu'un gamin normalement fait si normalement à la maison tout va bien, tu vois. Donc c'est une des conséquences des violences. Et là, oui, effectivement, il faut qu'il y ait un suivi psychologique. Il faut que, mais là aussi, c'est extrêmement long. Les rendez-vous sont très très longs. Et les enfants retirés de leur maman. Enfin, quand la maman, elle subit des violences. Alors ils sont pas forcément tout le temps retirés. Il y a des enfants alors la qui maman partent. Là c'est parce que là le cas dont je parle, il est gratiné. D'accord. Quand même. Sinon les enfants partent avec leur maman. Ils sont placés dans des logements. Alors quand il y a des logements, parce que ça aussi c'est compliqué, tu vois, sur les communes, on s'aperçoit que il y a pas tellement de logements d'urgence, notamment en ruralité. Il y a pas de logement tout court, donc. Voilà, c'est compliqué. Donc dans les grandes villes, oui, t'as des logements d'urgence, t'as des possibilités, mais en ruralité, c'est extrêmement compliqué de reloger les gens. C'est aussi pour ça que les femmes ne partent pas. Il faut le dire, c'est que elles ne partent pas parce que qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, si financièrement, là aussi, c'est une violence parce que c'est monsieur qui a la carte bleue. Oui, violence économique, financière. Si elle a quitté son travail, c'est comment je vais faire, quels sont les moyens dont je vais disposer. Je peux pas aller à l'hôtel, j'ai pas de voiture. Enfin,
tu vois, il y a tout ça. C'est extrêmement compliqué de dire je vais partir de la maison parce que il y a un champ des possibles qui est quand même très restreint. Ouais, enfin, il y a surtout 1001 obstacles, quoi. Ouais, exactement. Les chiffres de violences intrafamiliales, c'était 49% des violences faites aux femmes en ruralité, alors que 33% des personnes vivent en ruralité. Ouais, je te dirais une bêtise, je l'ai pas. Mais sur les victimes de violences, c'est un Bataclan par an. Pour te donner une image. Alors ça nous a fait sourire parce que moi quand j'ai commencé effectivement à proposer à mes collègues au sein de notre communauté de communes, on a une très grande communauté de communes, on a 68 communes. Quand je leur ai dit qu'il fallait absolument un référent dans chaque mairie, on m'a dit ouais attends c'est bon quoi, bah oui mais c'est important parce que c'est le jour où tu as une femme qui veut partir, elle fait comment quoi. C'est important de pouvoir lui apporter des conseils, de pouvoir savoir qui va pouvoir la reloger, où, comment, et puis lui apporter la solution aussi que la CAF est là pour pouvoir dire bah voilà, il y a possibilité d'avoir au sein de la caisse d'allocation familiale un minima qui va budget, exactement pour qui partir, va vous permettre voilà de quitter le domicile. Donc ça c'est important aussi. Et en ruralité, il y a jamais la famille, elle est pas là. Les femmes, elles se retournent pas. C'est compliqué parce que des fois, c'est un schéma qui est reproduit. Quelque part, indirectement, elles reproduisent un schéma qu'elles ont déjà vécu. Donc ça, après, c'est la honte de se dire, ma famille va savoir que je suis une femme battue. Les amis, c'est compliqué aussi. Donc des fois on n'ose pas. Et puis des fois, t'as aussi des parents parce que nous je l'ai entendu il y a pas très longtemps avec une jeune femme qui ne fait pas partie de la ruralité. Mais ses parents lui ont dit mais non, mais attends, il est charmant. Donc si t'as dit que t'étais une connasse, c'est parce que t'avais dû faire un truc. Bah non. Puis à la rigueur, c'est même pas un langage. Alors il y a des fois où on va plaisanter effectivement avec nos conjoints. Enfin voilà, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Là, quand ça devient quotidien. Oui, quand c'est plus de la plaisanterie. Et ses parents à elle, donc tous les deux très bons niveaux sociaux, donc tous les deux ayant fait des études, ses parents lui ont dit mais non, écoute, c'est pas possible, t'as dû le chercher. Non, il est pas comme ça quand il vient à la maison, il est charmant, tu te rends pas compte, t'as une vie de rêve. Bah oui, une vie de rêve, mais quand elle te décrit ce qu'elle a vécu psychologiquement, sexuellement, tu te dis waouh, quand même. Et c'est pas quelqu'un qui est pour le coup, là, en ruralité, c'est pas quelqu'un qui a pas de travail, c'est pas quelqu'un Oui, il coche pas tous les clichés. Il ne coche pas les clichés. Non, mais il y a l'envers du décor. Oui, voilà. De toute façon, je pense que l'histoire des violences intrafamiliales, ça n'est pas que dans une certaine catégorie c'est toutes les socio-professionnelles, on est bien d'accord. Hein. C'est toute catégorie. Ouais. Le programme R, pourquoi ce programme est important pour les territoires ruraux? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Il est important parce qu'il est le relais entre tous les organismes et la mairie qui fait le maillage. Ouais, il fait le maillage et en fait la mairie, les mairies c'est le premier lieu, c'est la première porte que tu pousses. Parce que quand tu as besoin d'un papier, d'état civil, quand tu as besoin d'un renseignement, tu pousses la porte de la mairie. Donc c'est le premier lieu où tu vas. Et notamment en ruralité, quand tu as besoin d'un renseignement, tu pousses la porte de la mairie. Donc il était important que dans les mairies, il y ait des référents. Pour la partie des enfants, d'ailleurs j'avais mis enfants victimes invisibles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour toi à partager, à transmettre? Ce qui était important, c'est que effectivement, sur les enfants qui sont exposés à des scènes traumatiques en fait, qui grandissent dans un climat d'insécurité, il est important d'avoir une écoute, d'avoir une oreille bienveillante et d'avoir un lieu où ils peuvent aussi parler en dehors de tout ce qui est médicalisé. Donc ça aussi c'est important parce que... Tout à l'heure tu as dit les femmes avec la gendarmerie et là les enfants ça serait aussi un autre lieu. C'est aussi un lieu où ils se sentent pas oppressés. Tu t'aperçois que très souvent ils se ferment un peu comme une huître quand ils vont dans des lieux qui sont la gendarmerie, devant un juge, alors que dans une mairie ou dans une petite pièce mais ou dans un jardin, toi tout à l'heure on parlait du jardin des mariages où tu peux écouter la parole. Et ils savent que toi, t'as pas une autorité en fait vis-à-vis de leurs parents. Et du coup, la parole, elle vient beaucoup plus facilement. Et ça, c'est important. Et je pense qu'il faudrait beaucoup plus de lieux d'écoute pour ces enfants. Est-ce que ça peut pas être et d'ailleurs, est-ce que c'est pas souvent l'école avec l'instituteur ou l'institutrice parce que est-ce qu'ils sont pas en sécurité ou
Est-ce que c'est non, je sais pas, je dis ça comme ça parce que Alors, est-ce que l'instituteur et l'institutrice, déjà, il faut des fois dans les villages, c'est quand même des écoles où il y a de la proximité, oui, mais il faut d'abord qu'elle du soit lien. sensibilisée à ça. Et puis, elle a quand même ce côté, alors je vais pas dire de sévérité, mais elle a un rôle à tenir. Donc, tu vois, des fois, c'est un peu compliqué de parler à ta maîtresse quand t'as un petit doudou, parce que tu sais qu'elle a ce rôle d'autorité. Et quelque part, l'autorité va faire que elle va enclencher des choses, soit en appelant les gendarmes, soit en appelant la psy scolaire, soit en mettant une équipe éducative en place, soit en appelant les parents. Oui, mais en même temps avec un autre lieu et que ce soit toi, à un moment donné, toi tu vas faire quelque chose aussi. Alors, oui, parce que moi j'ai un pouvoir de police judiciaire aussi, mais ils viendront plus facilement parler parce que moi j'ai pas ce côté d'autorité. Ils le perçoivent pas comme ça en fait. C'est ça, c'est la perception qui est différente. Je comprends. Après, comment des petits enfants, comment des petits enfants peuvent savoir qu'ils peuvent aller voir Cécile Alors moi ils le savent parce qu'on en parle. Ouais, mais t'en parles où, toi? Alors moi j'en parle à l'école. Parce que tu es régulièrement dans la cantine, dans l'école, etc. Oui, après c'est de la communication. Hein. De toute façon, dans les villages, il n'y a pas. Il faut te montrer, il faut en parler, il faut aller dans l'école, il faut aller dans les associations, il faut le noter il faut faire des affiches sur ton tableau extérieur, il faut mettre des numéros, le 3919, il faut en avoir conscience. Voilà, il y a des numéros à connaître, et ben tu les affiches en extérieur. C'est quoi le 3919 ? Le 3919, c'est un numéro qui est totalement gratuit et qui est à l'écoute des violences. Donc tu appelles et là, eh bien, tu seras éventuellement redirigé vers des organismes proches de chez toi qui vont t'aider. Et ça, c'est hyper important. Donc n'hésitez pas. Là, pour toute violence. Oui, mais 3919, n'hésitez pas. C'est un numéro unique, gratuit, et vous allez pouvoir avoir des informations sur les différentes violences et les différents organismes. Ça est vraiment important là ce que tu viens de dire, effectivement, parce que moi je me dis toujours, mais comment les enfants vont se dire à un moment donné, je vais aller parler à telle ou telle personne. Moi j'aurais pensé quand même plus facilement au maître ou à la maîtresse. Alors ils vont parler forcément au maître, mais ou après le maître et la maîtresse vont peut-être pouvoir aussi des fois identifier. Oui, bah alors de toute façon, les maîtres et maîtresses normalement sont là quand même. Il y a un rôle d'observateur quand même. Hein, donc quand t'as un élève qui effectivement est amorphe le lundi ou un comportement qui change, ça te met la puce à l'oreille. Donc ça là-dessus, tu vois. Non, puis bon, après c'est encore une fois une question de sensibilité. Mais je voudrais juste rajouter, on a en Angleterre, je crois qu'en Belgique on a ça aussi, on a un téléphone. Et moi j'aimerais beaucoup, tout à l'heure on parlait de l'éducation nationale, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un téléphone qui soit mis en place où quand les enfants sont victimes de violences, eh bien pendant la récréation, ils peuvent décrocher le téléphone et appeler un numéro unique en disant voilà, je suis victime, machin. Et du coup, c'est directement mis en relation avec un psy. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on ait ça en France. Ça, c'est des téléphones qui sont dans l'école. Qui sont dans l'école, ouais. Une cabine comme avant. Non, c'est dans l'école. Et c'est alors il y en a, je sais qu'il y en a en Angleterre. Il me semble, j'aurais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'il y en a aussi en Belgique. D'accord. Une ligne directe qui va ligne directe, ouais. Et ça permet de déceler voilà les enfants qui subissent des violences ou qui sont co-victimes en tous les cas. Co-victime, ça veut dire spectateur. Spectateur, malheureusement, qui assiste, à toutes sortes de violences, qui parfois deviennent victimes parce que certains veulent s'interposer et du coup, là, malheureusement, ils sont victimes. Ils sont de toute façon victimes parce que même s'ils partent dans leur chambre et qu'ils s'enferment, ils entendent, voilà. Et puis ils voient. Donc ça, c'est dramatique aussi. J'ai l'impression que c'est quand même, même pour avoir écouté les autres femmes mères, c'est beaucoup de projets stimulants, c'est beaucoup de projets passionnants, mais c'est aussi beaucoup de difficultés. Enfin, j'ai l'impression, ce que je peux entendre ou vivre sur mon territoire, que ça devient de plus en plus difficile d'être mère en ruralité, peut-être moins de possibilités d'autonomie, moins de marge de manœuvre. Et d'un point de vue aussi financier, il y a de moins en moins d'argent. Comment tu fais pour continuer, pour avoir toujours autant d'envie de te battre, etc., d'avancer? Alors, c'est hyper chronophage, c'est clair. S'il y a un mot à dire sur la fonction, c'est que, dites-vous bien que c'est chronophage. C'est 7 jours sur 7, 24 sur 24, puisque le téléphone est tout le temps allumé, qu'on décroche pas pendant les vacances, parce que, mine de rien, tous les 2 jours, même si on se dit,
J'éteins mon téléphone tous les 2 jours. Tu rallumes ton téléphone et tu checkes tes mails. Comme un entrepreneur. Mais de toute façon, c'est ça, c'est ni plus ni moins. Ouais, j'allais dire. Il faut se dire C'est un que chef d'entreprise. t'es un chef d'entreprise. Moi, je dis toujours, être mère, c'est être chef d'entreprise et diplomate. Parce qu'éventuellement. Parce que tu ménages la chèvre et le chou, tu règles des conflits de bac à sable entre voisins, tu es diplomate auprès des hautes instances parce qu'il faut quand même que tu ailles chercher des subventions, tu es commercial parce que il faut vendre ton territoire, il faut vendre ta commune et démontrer quand tu as un dossier auquel tu tiens qu'il est valable. Donc c'est ça. C'est en fait plein de métiers. Il faut jouer des coudes aussi pour défendre des fois sa commune. Quand on est, tout à l'heure je parlais de 68 communes, c'est ça. Quand t'es 68 communes et que tu sais que tout le monde n'aura pas de subvention, il faut dire mais moi je suis désolée, voilà. Moi mon projet il est valable, il est pérenne. J'ai besoin de cette subvention. Si on n'a pas cette subvention, c'est compliqué. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller à la préfecture, dire Monsieur le sous-préfet, j'ai besoin d'un rendez-vous. Je vais vous exposer ce qu'il en est. Et puis, à la fin, il va falloir me donner des sous. Alors, il va te dire non. Monsieur le sous-préfet aussi. Le sous-préfet de Loches, il connaît bien Saint-Quentin sur un droit, mais c'est pas grave. On a de très bonnes relations. Mais par contre, c'est clair que je pense qu'il s'attendait pas à avoir une emmerdeuse. Moi, je dis toujours, je suis un peu pugnace. Voilà, c'est ma grande qualité ou ma grand défaut. Ça veut dire que 68, donc il y a 68 communes, ça veut dire que finalement vous êtes un peu, vous êtes ensemble mais vous êtes un peu en concurrence. Enfin, vous devez vous battre un peu pour aller chercher. On n'est pas en concurrence, mais non, mais pour quand même défendre que chacun son bout de gras, son porte-monnaie. Alors on le voit pas comme ça. Hein. Non, mais moi mais c'est clair que non, mais on va pas se leurrer. Il y a de moins en moins de dotations, il y a de moins en moins de subventions. Parce que la dotation, elle est pas équivalente pour chaque commune. Non. Donc, va falloir batailler. Il faut batailler. Il faut montrer que t'es super sexy. Ouais, alors on peut dire commune. Ça comme ça. C'est pour ça que je dis que tu vois, nous c'est le bel endormi. Donc c'est un beau sexy. C'est surtout au niveau des subventions où ça devient de plus en plus compliqué, où tu sais que t'auras malheureusement dans les années à venir de moins en moins de subventions. Quand on te parle que le fonds vert il est réabondé, oui il est réabondé, mais de combien Le fonds vert, c'est une subvention, c'est de moitié. Enfin, des subventions sont de moitié. La DETR, c'est pareil, c'est de moitié. Enfin, ça devient. Et qu'arrête avec tes lettres. La dotation territoire. Je veux dire à mon mari ce soir, Sandrine, tu vois, elle me fait pareil que toi, les réflexions. Pourtant, je fais attention, mais ouais. La DETR. Oui, là, c'est des sous. Mais non, on en a de moins en moins. Les budgets sont de plus en plus contraints. Et ça, c'est clair que pour les petites communes, c'est un peu galère. Après, on sait très bien que notre chef de l'État et tous les autres là-haut qui nous gouvernent ne veulent plus de 36 000 communes. Ils en veulent nettement moins. Donc, on est oui, c'est 36 000 communes, exact. Oui, c'est 36 000 communes et ils en veulent nettement moins. Mais il faut pas oublier que nos petites communes, elles coûtent pas cher. Parce que, encore une fois, un maire, il fait beaucoup de choses. Et puis, il y va à l'économie. Moi, je connais pas un ou une collègue qui te dit, en ruralité, mais je dépense à tout va. On est tous à faire du bénévolat, on est tous quelque part quand on va faire nos courses, on dit mince j'ai pas fait de bon, c'est pas grave, on achète pendant nos courses, donc c'est sur notre indemnité. On sort pas la carte bleue, d'abord on n'a pas de chéquier non plus, tout passe par la trésorerie. On fait tous super attention. Donc quand t'entends effectivement nos élites là-haut qui nous disent non mais les petites communes ça nous coûte cher. Il va falloir faire des économies. Attendez les gars, mais venez donc sur le tracteur et puis on en reparle après. C'est venez voir comment ça se passe en ruralité, arrêtez de passer 1 heure chez nous, et encore entouré de tout un staff. Venez passer 1 semaine, vous frottez à la réalité du terrain. Ça serait cool de faire un vie ma vie. Moi j'adorerais faire un switch, mais je l'avais proposé à l'époque à Marisol Touraine, quand je suis arrivée, en disant c'est super bien de venir voir la fête des oisons, mais ça serait bien de rester 1 semaine, et puis on switch. Alors je dis pas que la vie d'un ministre est facile, hein, loin de là. Je pense qu'ils doivent pas compter leurs heures non plus. Mais peut-être que s'ils se rendaient compte de ce que c'est de gérer une toute petite commune avec très très peu de moyens, là le regard serait différent. En disant ah oui ça se passe comme ça, peut-être que redonnons-leur un petit peu de pouvoir, un petit peu de moyens financiers, et peut-être qu'effectivement ça ira beaucoup mieux quoi. Voilà. Et arrêtons de transférer des compétences à tout va. Qu'est-ce qui fait que tu, malgré toutes ces difficultés, qu'est-ce qui continue à te faire avancer? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Mais parce que j'ai une idée à la minute. Mon adjoint, il serait là, il te dirait,
elle est increvable. J'ai toujours une idée qui va te dire mais attends, mais j'ai pensé à ça cette nuit quand je dormais pas. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre en place ça, ah oui, on n'a pas d'argent, mais c'est pas grave. Attends, on peut faire autrement. Peut-être que voilà, si on ficelle le truc différemment, si on fait comme ci, comme ça. C'est quoi? C'est les habitants qui te font avancer? C'est quoi? C'est de voir ton village continuer à grandir? C'est quoi? Je pense que c'est ça. C'est de voir. Parce que tu dois quand même avoir une motivation, un truc, quoi. Ah non, ça c'est sûr que c'est pas mon indemnité de maire, je confirme. D'ailleurs, messieurs, mesdames les élus, là-haut, plus haut, n'hésitez pas à nous augmenter. Quand on voit que les sénateurs et les députés se sont augmentés, mais que nous, en tant que petits maires ruraux, on est toujours pas T'as pas un siège à 40 000 balles, toi? Non, bah j'aimerais bien. Donc, va peut-être falloir y songer. Non, mais je crois que j'ai la niaque et je me motive toute seule, en fait. J'ai toujours une idée. Je trouve que de voir évoluer son village, c'est super plaisant. J'ai en plus la chance d'avoir une équipe. J'ai changé d'équipe et du coup, j'ai pu choisir mon équipe. Donc ça, c'est top. J'ai une secrétaire qui est géniale. J'ai un nouvel agent technique c'est un amour. Il écoutera le podcast. Seb, ça c'est pour toi, c'est une dédicace, mais il a intérêt. Ouais. Et il partagera toute sa famille. Ah bah il va partager. Mais non, mais c'est chouette, c'est-à-dire que je vais lui soumettre une idée et il va me dire mais oui, ok, banco. Ah ouais, non là c'est pas possible, c'est compliqué ou alors ça coûte trop cher. Et puis le dimanche il m'envoie un snap en disant alors attends, j'ai pensé à ça. Attends, mais on peut faire autrement. Ça va pas nous coûter trop cher, mais regarde ce qu'on peut faire. Et puis voilà, et puis j'arrive le lundi, puis il est déjà en train de bosser, et puis le mardi c'est fini quoi. Donc ça te file encore plus la patate, et puis t'as envie de continuer, et voilà. Qu'est-ce qui te ferait arrêter? Le manque de subventions. Tu t'aperçois quand même que sur les futures élections à venir, ça va être compliqué. Le prochain mandat va être extrêmement compliqué. Donc effectivement, c'est une réflexion que tu te poses, que je me pose, et qu'on est beaucoup à se poser. C'est quoi le message que t'aimerais faire passer à une femme qui aura envie, en t'écoutant, mais qui n'ose pas, qui aura envie de s'engager Ah mais allez-y, foncez les filles. Ne vous mettez pas de bâton dans les roues. N'ayez pas peur du regard de l'autre, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours un regard négatif. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Et puis, si vous avez envie de quelque chose, donnez-vous les moyens de réussir. Voilà. Mais allez-y. Croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Il y a rien de plus jouissif que de réussir quelque chose que tu as monté de A à Z. Donc, non, moi, s'il y a quelque chose, mais pour tout, pour les filles, pour les hommes, mais c'est vrai que pour les filles, toi, tout à l'heure, je t'expliquais que quand je reçois les écoles, je mets mon écharpe de mère aux petites filles. Moi, je leur dis, les filles, allez-y. Si vous avez envie de rentrer en politique, allez-y. Et même si les garçons vous disent, non, mais attends, toi, derrière, non, je suis désolée, attends, je suis ton équivalent. Si t'as envie d'être neurochir, vas-y, tu rentres dans l'amphi de médecine et puis tu joues des coudes et t'y vas. Croyez en vous, voilà. Mais donnez-vous les moyens, faites-vous plaisir et puis allez-y, foncez. Je sais plus si on avait déjà appuyé sur le bouton REC, mais tout à l'heure la réflexion de la petite fille ou de l'enfant avec ton écharpe de mère. Ah oui, c'est rigolo. On peut le dire, c'est quand même rigolo. Quand j'ai reçu la première année ou deuxième année les enfants, j'ai mis mon écharpe effectivement. Et il y a eu une réflexion d'un enfant qui m'a dit mais t'es vraiment un vrai maire? Oui. Pour quelle raison? Parce que un maire c'est pas une femme. Ah, ça a commencé fort. Si. Un maire c'est comment pour toi? Enfin si ça ressemble à quoi? Et il m'a dit un maire c'est vieux et gros. Voilà, génial. Alors jeune homme, je vais t'expliquer. Un maire, ça peut être une femme, c'est pas forcément gros, ça a des formes, je te confirme, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Mais non, ça peut être jeune, tu vois, et ça peut être une femme. Donc, et c'est pas vieux. Et donc, c'est pour ça que maintenant, systématiquement, je mets mon écharpe aux filles en disant, mais allez-y, foncez, quoi. C'est très rigolo. Et tout à l'heure, tu vois, je te parlais de ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire que tous les 2 mois, 2 mois et demi, j'ai des artistes, qui viennent, et on a une fois une maman qui est rentrée dans la mairie en disant je voudrais voir Madame le maire. Mais au début, tu vois, un peu sérieuse et puis un peu remontée. Et je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vais m'en prendre une. Je vais m'en prendre une. Quand elle est venue, l'artiste, elle faisait des sculptures avec de la récupération. Et elle m'a dit alors depuis que ma fille est venue vous voir, on va pas souvent au musée, mais depuis que ma fille est venue vous voir, on n'a plus le droit de jeter les jouets, on fait de la récup et c'est une artiste. Je dis mais attendez, mais c'est bien. Oui, mais maintenant elle veut être artiste. Et alors où est le problème? Mais moi je trouve ça vachement bien. Et quelque part, c'est d'éveiller, tu vois, les consciences. Et moi je me dis, si en tant que femme, mère, j'ai pu éveiller des consciences chez les petites filles,
ou même chez les garçons, mais chez les petites filles en l'occurrence, et ben voilà, c'est quelque part, c'est que j'aurais réussi le job, entre autres. Et voilà. C'est beau. C'est beau, hein. Surtout que tout à l'heure, on parlait de l'ouverture d'esprit, l'accès à la culture, etc. pour les enfants en ruralité, pour pouvoir leur donner envie d'aller plus loin, de rêver grand. Oser, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire par rapport effectivement à tout ce que tu as entrepris, alors que ce soit par rapport à la ruralité, ton engagement de femme, est-ce qu'il y en a une qui t'inspire? Eh ben, il y en a une qui m'a inspirée, c'est Claire, qui est pas politique. J'ai cru que t'allais dire c'est Claire, je m'attendais, c'est Claire. Non, j'en connais, mais non, c'est ma grand-mère. D'accord. Qui m'a inspirée, qui aurait 100 ans, donc tu vois, mais qui, depuis toute petite, me dit, fais ce dont tu as envie, crois en tes convictions, et si tu as envie de quelque chose, eh ben, tu te donnes les moyens et tu n'as besoin de personne. Donc, je suis toujours partie là-dessus et quelque part, je la remercie. Et elle m'a donné un autre conseil et elle m'a dit, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Donc, si un jour tu es mal accompagné ou tu trouves que ce n'est pas satisfaisant dans ta vie, eh bien, tu peux prendre la tangente. Voilà. Donc, à partir du moment où tu as une carte d'identité, une brosse à dents, tu peux aller partout. Tu peux rencontrer du monde, voilà. Tu peux rencontrer d'autres cultures, d'autres coutumes, apprendre, voilà, voyager, et puis tu t'en sortiras tout le temps. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, et j'ai gardé, tu vois, ça en tête. Et je me dis, finalement, cette femme, elle avait raison, parce que dans mon sac, d'ailleurs, j'y pensais en venant, j'ai effectivement toujours mon passeport avec une brosse à dents. Je me dis, je peux partir du jour au lendemain. Voilà. C'est ça, donc les tips, les astuces, une brosse à dents et une carte d'identité. C'est ça. Et puis non, essayer de croire en soi. Alors je dis pas qu'on a tous les jours la banane, mais croire en soi. Et puis oui, c'est ça, c'est de se dire que osons les choses. Donc elle osait, elle était certainement avant-gardiste, certainement parce qu'elle a aussi peut-être vécu des choses avec la guerre, etc. Mais dès le plus jeune âge, je trouve que de dire à une petite fille crois en toi, crois en tes rêves et donne-toi les moyens de rencontrer d'autres cultures, d'aller à la rencontre des autres, ça a été une super... Limite aussi un peu sortir de sa zone de confort. Ah complètement. De temps en temps. Hein. Mais ça fait peur de sortir de sa zone de confort. C'est clair. Parce que l'inconnu, ça fait peur. Mais il faut oser. Et puis des fois, on découvre des bonnes choses. On fait même des podcasts. Et on fait des podcasts avec Sandrine. On fait des belles rencontres. Quelle femme réelle ou fictive tu aurais rêvé de voir mère de Saint-Quentin? Toutes les petites filles que j'ai actuellement, qui sont petites et qui vont grandir, et c'est elles que je rêverais de voir mère à ma place incessamment sous peu. Voilà, parce que ça veut dire que j'aurais su insuffler quelque chose, et du coup elles prendront la relève. Donc les filles, allez-y. En fait, ce sera le mot de la fin. J'allais te demander, ce serait quoi le mot de la fin? Allez-y, les filles. Les filles. Eh bien, si tu veux, on clôture de cette manière. Écoute, clôturons. À bientôt. Très vite. On est obligé de se dire au revoir, hein. Dans le podcast, on doit dire au revoir. D'ailleurs, on s'est pas dit bonjour tout à l'heure. On s'est pas dit bonjour? Non, on s'est pas dit bonjour. On s'est présenté, on s'est pas dit bonjour. Bonjour, Cécile, et au revoir, Cécile. Bonjour, Sandrine, et au revoir, Sandrine. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange, et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors, soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!